Je suis arrivé en Bavière en 89, avant de venir à Berlin. Donc j'étais là à la rentrée et au moment de la chute du mur, j'habitais à côté. Donc à ce moment-là, comme plusieurs personnes qui faisaient individuellement leur thèse en Allemagne, c'était une rupture dans le travail scientifique. Bon, moi par exemple, je travaillais sur les politiques culturelles allemandes. Et évidemment, quand le mur tombe, tout d'un coup, enfin tombe. Les possibilités s'ouvrent en tout cas d'aller plus souvent à l'Est. C'était une période où, dès l'hiver 89, et toute l'année avant même l'unification monétaire et la véritable unification, je passais mon temps à aller au théâtre à Berlin-Est et à voyager. Et donc il y avait une grande effervescence, une grande solitude dans le travail, parce qu'au départ, d'aller faire toutes ces enquêtes, dans un monde où on rencontre aussi, je sais pas, mes interlocuteurs, ce qui était encore la RDA, n'avais jamais rencontré tellement de chercheurs de sciences sociales occidentaux. Et peu à peu, on a créé un petit réseau de doctorants. J'ai rencontré d'autres doctorants qui venaient. Et c'est là où j'ai vu débarquer Étienne François, Emmanuel Terray avec un sac à dos pour dire qu'en fait, voilà, ils réfléchissaient à faire un centre comme ce qui existait à Oxford, par exemple, ou l'école française de Rome. L'idée a mûri relativement vite qu'il faudrait saisir l'occasion de créer à Berlin, qui était au centre de l'Europe en recomposition, un centre de recherche et de formation à la recherche qui soit financé par la France, mais en même temps entièrement intégré dans le paysage scientifique et universitaire allemand. L'équipe qui avait ce projet en tête s'est adressée à Emmanuel Terray et à moi pour nous demander si on était prêts à rester un an de plus à Berlin et de tenter l'opération. Mais ça s'est joué, encore une fois, très tardivement, puisque c'était, je crois, vers mai-juin 1992. Normalement, j'aurais dû rentrer à Paris et retrouver mon poste à la rentrée de 92. Et puis on m'a dit non, non, ça va se faire, reste. Et donc j'ai accepté d'une manière que d'autres auraient peut-être jugé irresponsable, puisque je n'avais aucun papier en main. Mais c'est pas grave. J'avais fait l'expérience, quand je travaillais avec les affaires étrangères pour un autre centre de recherche français qui était à Göttingen, que c'était une institution à laquelle on pouvait faire totalement confiance et qu'on pouvait prendre au mot. Donc là, je l'ai fait. Alors, ça n'a pas été facile. Dès le début, je me rappelle, vers le mois de juin ou le mois de juillet, il y a eu des oppositions très fortes qui se sont manifestées de la part d'un groupe d'historiens français avant tout, mais qui ont même mobilisé leurs amis allemands, disant si on crée un centre de recherche français à Berlin, il faut absolument que ce soit un centre de recherche avant tout historique et centré sur l'histoire du XXe siècle. Or moi, je ne suis pas du tout un spécialiste d'histoire du XXe siècle. J'avais fait quelques petites échappées antérieurement, comme ça, avec des petits textes, mais ma véritable patrie, c'est le XVIIe et le XVIIIe siècle allemand. Donc, les membres de cette association d'historiens du XIXe et du XXe siècle ont eu l'impression qu'on les contournait, qu'on leur faisait un mauvais coup, qu'on ne les prenait pas au sérieux. Donc ils ont mobilisé leur réseau pour faire échouer cette création. Ils n'ont pas réussi, heureusement, et ils n'ont pas réussi en particulier grâce à l'obstination de Yves Saint-Jour, dont je sais qu'il a dû avaler pas mal de couleuvres à ce moment-là. Je crois que c'est important de rappeler ça, c'est-à-dire ce caractère totalement informel, mais par des personnes qui étaient à peu près du même âge, en gros une cinquantaine d'années, qui depuis longtemps déjà travaillaient dans le franco-allemand avec une perspective ouverte,
qui avaient tous la même idée qu'il fallait qu'on travaille dans le domaine des sciences sociales au sens large. Ce centre, de fait franco-allemand, ne devait en aucun cas être un centre qui se limiterait à des enquêtes sur les relations entre la France et l'Allemagne. J'étais persuadé que ce serait important qu'un tel centre de recherche associe aussi des futurs doctorants pour qu'il soit un centre de recherche et de formation à la recherche. Le centre est quand même un centre de recherche en sciences sociales. Il n'allait absolument pas de soi que une philosophe en prenne la direction. Aujourd'hui, les disciplines sont beaucoup plus largement représentées. À l'époque, il était très largement... Non, le noyau était historien, et c'était prévu sciences sociales. Je suppose que si la concurrence avait été importante, parce qu'elle ne l'était pas à l'époque, hein, le centre n'avait pas peut-être l'audience qu'il a aujourd'hui, il n'est pas évident qu'ils auraient pris une philosophe. Je ne suis pas arrivée en me disant que j'allais faire de la philo. Enfin, moi oui, mais que j'allais développer la philo, ça me paraissait pas évident. C'était je voulais pas, c'était en sciences sociales, alors, bon, donc je n'interdisais pas la philo, mais pour autant que la philosophie a des accointances avec la science politique ou avec la sociologie, comme c'est mon cas, ou avec l'histoire. Hein. Mais je ne suis pas du tout arrivée avec l'idée, c'est ma discipline, parce que ma discipline, c'est surtout pour le noyau, l'histoire de la philosophie, qui n'avait pas vraiment sa place dans un centre de recherche en sciences sociales. Quelles étaient à l'époque les grandes problématiques qui étaient suivies dans le centre? Comment est-ce qu'elles ont évolué dans les... Il y avait des axes de recherche dont je me rappelle mal, mais qui correspondaient aux trois ou quatre premiers chercheurs qui avaient été nommés au centre Marc Bloch. Hein. Au début, ça avait été artisanal quasiment, la conception du centre. Et notamment, il y avait un axe qui devait porter pour titre Islam. L'ambassadeur est arrivé en disant comment, il avait comme idée qu'il fallait qu'on travaille sur l'Allemagne, qu'est-ce que c'est que cet axe islam. Mais surtout, ce qui était drôle, c'est que, enfin, ce qui est significatif, c'est que 2001, paf, brusquement, l'axe islam est devenu essentiel. Et l'ambassadeur, donc on a réussi, il a continué à exister, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, mais brusquement, c'est typique, vous voyez, de la j'avais déjà vécu ça ailleurs, dans d'autres circonstances, vous voyez, à travers j'avais travaillé quelques mois marginalement au ministère de l'Éducation et de la Recherche, chaque fois qu'il y avait un ministre ou un président, qui à l'époque était Jacques Chirac, qui allait à l'étranger, revenait, on dit oh là d'accord, tout sur le Brésil, il faut financer des recherches en collaboration avec le Brésil, etc. Donc bon, heureusement la machine a des moyens de résistance. On parlait majoritairement français, chez les doctorants, il y avait généralement doctorants et post-doc. J'en ai encore en tête un qui n'avait pas fait beaucoup d'efforts non plus côté allemand, mais bon, chez les doctorants et post-doc, il y en avait qui avaient de très bons niveau linguistique des deux côtés, mais le problème c'est que quand on organisait les choses avec l'Est, il y avait des gens de l'Est qui parlaient, qui comprenaient français, il y en avait d'autres qui comprenaient l'allemand. Mais faire un truc bilingue était difficile parce qu'il y en avait qui ne comprenaient pas une des deux langues. Donc la question, je ne sais pas si vous la reposez de temps en temps, était posée de celle de l'anglais, de la traduction de l'anglais. Et puis du recours à des traducteurs. Donc il fallait avoir une politique, parce que l'idée était quand même qu'on arrivait ici pour développer aussi les relations franco-allemandes, donc former des chercheurs qui soient capables de communiquer, de comprendre la langue de l'autre au moins, et éventuellement aussi de la parler. Donc passer à l'anglais était dangereux, parce qu'on pourrait aussi, il y a trop de centres, notamment au VZW, on parle qu'anglais, hein, il y a des centres en Allemagne dans lesquels l'anglais est la langue commune, ça serait contraire, me semble-t-il, à l'esprit de la création du centre Marc Bloch, même sous l'éco CIRA, que de passer en anglais. Maintenant, on ne peut pas l'éviter non plus. Donc, c'est ce genre de questions qui se posaient très précisément à propos de l'Est européen. Parce que la plupart du temps, on pouvait inviter des collègues français qui faisaient une conférence en français qu'on faisait traduire éventuellement, mais généralement, quand il y avait des échanges, c'était des chercheurs, s'ils étaient déjà branchés, intéressés par l'autre pays, c'est qu'ils commençaient à lire au moins dans l'autre langue. Il n'y avait pas... Tandis que quand on tombait sur des gens de l'Est, ils avaient des rapports avec les Français, ou ils avaient des rapports avec les Allemands, mais pas nécessairement avec les deux, au point de vue linguistique. Bon, je sais plus, bon, je veux dire, on a fait ça, on a bricolé à chaque fois. Hein. Parfois, si c'était des petits groupes, bah, tout le monde s'aidait pour traduire. D'autres fois, on avait recours à des traducteurs.
femmes dans le milieu académique est un problème que j'avais toujours refoulé. J'avais des amis qui se sont emparés du problème. Je ne dis pas que je ne le connaissais pas, hein, mais je l'avais refoulé très probablement parce que je me suis calée sur la carrière de mon frère, par ailleurs grand mathématicien, et j'avais décidé de ne pas jouer cette carte-là, en d'autres termes. Je suis une femme. Mais bon, par ailleurs, il m'était arrivé autour de ma carrière on passait devant le CNU, par exemple, quand on demandait des promotions, quand on voulait être pour candidater pour un poste de maître de conférence ou un poste de prof. Le CNU était à l'époque, celui dans lequel je suis passé, était entièrement en cravate. Hein. C'était entièrement masculin, ce qui intimidait un peu. Il y avait des différences d'âge, différences de statut, plus ça. Donc le problème existait, mais je ne l'avais jamais eu l'impression, sauf peut-être à l'époque quand je faisais Cannes, c'était un peu différent. Hein. La parole de la femme en philosophie par rapport à l'aplomb des garçons à l'époque. Quand je suis arrivée ici, il y avait très peu de chercheurs, mais enfin il y en avait un certain nombre. C'était quasiment tous des hommes. Les chercheurs du CNRS étaient des hommes, et le secrétaire général était un homme, et il y avait 2 secrétaires, il n'y avait que 2 secrétaires, l'équipe administrative était limitée, qui étaient des femmes. Du côté des chercheurs, c'était pas très clair, mais j'ai quand même eu l'impression qu'ils m'ont vu arriver, ils ne savaient pas qui j'étais. Par rapport à Étienne François, qui était une personne installée dans le paysage non seulement académique mais médiatique berlinois, le fait que je sois une femme m'obligeait en fait à être d'une certaine manière plus directive. Au centre Marc-Bloch se nouent des coopérations interdisciplinaires, c'est ça qui est important, avec une forte marque avec l'anthropologie, l'ethnographie plutôt, qui était physiquement présente quand on était encore au Schiebord. Il y avait aussi des discussions avec les partenaires allemands, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un centre français peut apporter par rapport à une recherche qui se fait en Allemagne. Il apparaissait que dans la recherche vers l'est de l'Europe, on avait sans doute une perspective différente à partir de la recherche française. Puis il y avait la question de l'intérêt pour la Méditerranée aussi. Hein. Voilà, et donc il y avait toujours beaucoup de discussions sur les différentes disciplines, et notamment qu'est-ce que c'est que la géographie, les études urbaines à Berlin, en Allemagne et en France. Et là, il me semblait que c'était un secteur où effectivement, du fait des recherches interdisciplinaires françaises, et puis de gens comme Béatrice von Herschhausen, de chercheurs pluridisciplinaires, il y avait quelque chose à imaginer ou à penser justement sur ces questions d'espace, et sans doute que le Centre Marc-Bloch pourrait se différencier d'autres équipes par rapport à ça. Quand il y a eu des coupes budgétaires, là il y a eu un moment de très forte tension, parce que une des hypothèses, c'était le fait que le centre soit déménagé sur le coup d'âme dans les locaux de l'Institut culturel français. Le retour du BMBF était très négatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser à un centre franco-allemand de recherche dans une institution qui est vraiment le symbole de la France, et en plus pour les Allemands, mélanger le rayonnement culturel avec de la recherche fondamentale, c'est deux rayons différents, quoi. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué. Il y avait une vive émotion parce que le personnel administratif était le premier touché par ces réformes. Donc il y avait beaucoup d'inquiétudes aussi dans le personnel. Bon, du côté français, c'est moins à coûte, comme on dirait ici, pour les Allemands, parce que les Français qui viennent, en général, ils ont un poste en France, ils retournent, enfin. Mais pour les chercheurs allemands qui étaient là, c'était aussi une incertitude. Ils venaient d'être recrutés au centre, comment ils allaient continuer à avoir un contrat si le BMBF se retirait. Voilà, c'était un peu... tout le monde était... il fallait gérer aussi de l'angoisse humaine, principalement du côté allemand aussi. Hein. C'est normal. À un moment, je me souviens très bien, j'en parle souvent avec Daniel Schoenflug, que dans une de ces assemblées générales, j'ai dit, mais en fait, au lieu d'essayer de trouver une solution pessimiste, négative, essayons de trouver une solution par le haut. On pourrait rêver d'un endroit plus beau, plus grand, dans l'université allemande, et
je vais écrire au BMBF et je vais écrire une lettre à la ministre allemande de la Recherche, qu'on avait déjà accueillie. Et là, je pense que l'ensemble des chercheurs se sont dit, ça y est, Pascal est complètement déprimée, elle a pété un câble. Je me souviens que Daniel me regardait et commençait à se dire, ça va pas du tout. Parce qu'on avait commencé à visiter des endroits en fait, où il pourrait s'installer, mais à chaque fois, ça buguait, parce qu'en fait, comme on n'avait pas de contrat avec le Sénat, on n'avait pas de Han Institut, ça n'allait pas, quoi. Et comme on n'avait pas la subvention du BMBF non plus. Et donc là, il y a eu un moment un peu de... Heureusement que ça a marché, parce que je pense que tout le monde m'aurait classifié complètement bonne pour l'internement. J'ai toujours considéré mon travail de directeur en premier. J'ai laissé ma propre recherche, peut-être aussi du fait qu'il y avait ces grands chantiers à mener. Elle était un peu en veilleuse. Je le savais. Quelqu'un que je connais bien, et bon, je tairai le nom ici, mais qui est très présent au centre, m'avait dit un jour, Patrice, c'était aussi du temps où j'étais directeur de la mission, Patrice, être directeur, c'est un autre job. J'ai pris un peu ça comme, comme devise, mais alors c'est vrai que bon, mes recherches, je les ai laissées un peu de côté. Tout au long de mon mandat, avec Béatrice et avec Daniel, c'était une question récurrente, c'était la question du financement des doctorants. C'est comme ça aussi qu'on a créé des allocations ponctuelles, qu'on a créé aussi ces fameuses bourses de fin de thèse. C'était aussi un peu mon intention d'avoir, à côté d'autres projets, d'avoir quelques programmes phares. Phantom Grenzen a tout de suite été l'un de ces programmes phares, et avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et Saisir l'Europe, c'est aussi à la fois la volonté d'ouvrir une recherche sur l'Europe en essayant de voir de façon critique, et de créer à partir d'un projet de recherche un réseau autour d'institutions travaillant dans le franco-allemand, mais pas simplement. Et c'est comme ça qu'on a monté ce grand réseau de recherche dans lequel il y a toute une série de doctorants, de post-doctorants, et avec, là aussi, je dirais, Saisir l'Europe, c'était une sorte de modèle qui n'existait pas, c'était inédit, et donc il a fallu aussi être un peu inventif. Je viens aussi, je dirais, à l'origine d'un milieu de musiciens, et j'ai voulu toujours avoir ce pont entre la pratique artistique et la pratique scientifique. Je pense qu'il y a un enrichissement mutuel très très fort, et à chaque fois qu'un artiste, qu'il soit compositeur, metteur en scène ou autre, apporte sa réflexion et son expérience, c'est aussi pour le chercheur un enrichissement et l'ouverture aussi vers un autre monde. Le ciné-club pour moi était quelque chose aussi de très important pour favoriser sans doute aussi une sociabilité supplémentaire au centre, mais pour donner un autre espace de réflexion à partir d'autres objets, des objets artistiques ou documentaires. Que nous dirais-tu de cette grande aventure aussi qui a été cette aventure institutionnelle de la transformation du centre Marc Bloch, d'un centre français avec déjà une implication de partenaires allemands, en un centre réellement binational? C'était une grande aventure qui a commencé en 2013, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, mais qui a mené jusqu'à la signature, je dirais, politique en 2015 de la création du Verein. Et c'était vraiment cette volonté
rendre justice aussi à ce caractère franco-allemand du centre, hein, et à une implication plus importante du côté allemand, en accueillant encore plus de chercheurs allemands, mais à côté de chercheurs allemands aussi de chercheurs et de doctorants allemands, mais aussi d'autres nationalités européennes ou d'ailleurs. C'était, je pense, quelque chose de très important. En même temps, intégrant l'historique du centre, les structures qui existaient dans une nouvelle architecture qui est aujourd'hui le Verein. Alors c'était pas facile, hein. Je sais que moi, au bout de, je crois que c'est 93 ou 94, j'étais complètement épuisé. Et j'ai eu un moment, plusieurs mois, où j'étais obligé de m'arrêter parce que je n'en pouvais plus. C'est vrai que tu te bats pendant 4 ans pour un truc, tu dis on va le détourner de son sens, il va se casser la figure. Bon, tu auras passé un bon moment à Berlin, un moment qui était politiquement intéressant. Bon, tu dis l'arrivée de l'ambassade, Schröder, etc. Enfin, c'était les constructions partout, c'était un moment de transformation qui était fascinant. Bon, tu auras passé un bon moment, mais tu construis quelque chose, tu as envie que ça continue. C'est bizarre, c'est-à-dire en fait j'ai déménagé le centre ici avant de déménager moi-même vers Paris. C'était la fin de mon mandat. C'est un peu dommage parce qu'à vrai dire, j'ai pas profité du nouveau centre Marc Bloch. Et à chaque fois que je pénètre la porte d'entrée du centre au 3e étage, même si ce n'est plus, entre guillemets, chez moi, ça l'est toujours encore un peu. Mais bon, toute chose a une fin, et donc on peut se remettre aussi. Et une suite. Et une suite, voilà. On n'a pas parlé de l'ours, mais c'est pas Oui, très important. Si, Hein. si. Ah, mais Il faut c'est nous expliquer essentiel. l'histoire de l'ours. Hein.